Bonjour à tous. Il est 13 h à Abidjan, les principaux titres de votre édition. Dans l'agenda du Premier ministre, l'audience qu'il a accordée à une mission économique indienne, 13 grands groupes des secteurs du transport, de la santé, de l'industrie et des technologies sont intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On parlera de l'élan de solidarité autour des déplacés dans la zone de Guiglo. En fait, un conflit foncier entre les allochtones baoulés et les autochtones Oué a fait 2 morts et plus de 5000 déplacés. Et puis, la présidentielle au Libéria. Plus de 2 millions de Libériens votent aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, 20 candidats sur la ligne de départ. Tout d'abord, le 4e forum des jeunes d'Afrique et d'Europe à Abidjan, forum qui a pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes invités à cette rencontre planchent sur le chômage, la migration clandestine et le terrorisme. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboulin. Un jeune africain et un autre européen prenant une photo devant les drapeaux de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'image symbolise un événement de taille, à savoir le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Ouvert ce lundi à Abidjan, ce forum rassemble des milliers de jeunes issus des 2 continents autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Un thème qui interpelle sur l'urgence à lever les obstacles qui menacent l'éclosion de la jeunesse, tant en Afrique qu'en Europe. Il n'en fallait pas plus pour voir les leaders de jeunesse lancer un plaidoyer dans leurs différentes interventions à l'ouverture de ce forum, présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Permettez-moi ici de plaider pour encore plus d'investissement dans la jeunesse pour qu'elle contribue davantage, comme de fiers artisans, à bâtir dans le bonheur la grandeur de notre pays en particulier et celle de l'Afrique en général. Nous avons tout intérêt d'investir dans la participation des jeunes au processus de paix et de sécurité. Nous refusons le discours traditionnel qui ne change rien dans le quotidien des jeunes. Ce temps est dépassé. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit placer le jeune au centre de leur engagement. Contribuer à l'autonomisation de la jeunesse d'Europe et d'Afrique, voilà qui justifie la tenue de ce forum né en 2007 à Lisbonne, au Portugal. Il est organisé en prélude de chaque sommet des chefs d'État et de l'Union africaine et de l'Union européenne. Cela dit, la rencontre de novembre prochain à Abidjan n'échappe pas à la règle. Et selon le ministre ivoirien de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le présent forum est donc une étape clé du prochain sommet qui se penchera également sur la situation des jeunes. Ce forum doit constituer pour vous un cadre de partage d'expériences en vue de relever les difficultés spécifiques pour lesquelles vous souhaitez un changement en profondeur. Je vous exhorte donc à vous investir pleinement dans les différents travaux du présent sommet en vue de toucher du doigt non seulement l'essentiel des défis à relever, mais également manifester votre soif de participer non seulement au développement de vos pays respectifs, mais également à l'essor et à la stabilité de vos différents continents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part esquissé quelques pistes de solutions devant contribuer à l'épanouissement des jeunes en Afrique et en Europe. Nos États doivent investir massivement dans leur jeunesse afin de leur garantir un développement inclusif et durable. Dans ce cadre, une place de choix doit être accordée à l'investissement dans le capital humain et particulièrement dans le capital jeune, à travers l'éducation, la formation et l'alphabétisation. Ils devront également être en bonne santé et bénéficier d'un large accès à l'innovation et au TIC comme outil stratégique pour accélérer leur développement. En outre, il convient de promouvoir, comme la Côte d'Ivoire s'y est engagée, le développement de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes en vue de développer l'auto-emploi et celui des TIMO, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 2 pistes de solutions efficientes au chômage inquiétant de la jeunesse. 130 jeunes sont conviés à ces travaux du 4e Forum Europe-Afrique
C'est à eux d'adresser les problématiques telles le chômage, la crise migratoire, le terrorisme ou encore le réchauffement climatique. Voilà, 4e forum de la jeunesse Union africaine-Union européenne. Pendant 3 jours, donc, les jeunes Africains vont réfléchir à leur avenir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a reçu hier des opérateurs économiques indiens. Plus de 13 grands groupes des secteurs du transport, de la santé, de l'industrie et des technologies sont intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il faut signaler que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont passés de 285 milliards de francs CFA en 2013 à 513 milliards de francs CFA en 2015. Alexis Ouedraogo. L'Inde, c'est le plus gros client pour l'Anacard, dont la Côte d'Ivoire reste le producteur numéro 1. Sur différents autres secteurs, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont accrus d'environ 300% de 2015 à 2016. Pour renforcer cette coopération, une mission économique indienne séjourne à Abidjan. Lundi, elle a été reçue par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. La délégation indienne a pu être informée des potentialités et disons, toutes les modalités d'investissement en Côte d'Ivoire. Je suis persuadé qu'après cette visite, notre coopération avec la Côte d'Ivoire va être véritablement renforcée. C'est au mois de mai, en marge des assemblées annuelles de la BAD, que le vice-président Daniel Kablan-Duncan avait invité l'Inde à regarder vers la Côte d'Ivoire. La délégation constituée d'une dizaine d'hommes d'affaires intervient dans les secteurs de l'énergie, de la métallurgie, du transport et des infrastructures. L'Inde, donc, à la conquête du marché ivoirien après le Premier ministère, cap sur la Chambre de commerce où les opportunités ont été présentées aux investisseurs et opérateurs économiques indiens. Sidonie Davila Waka. Échange d'opportunités et d'affaires entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ont convenu les deux États pour la densification de leur partenariat déjà au beau fixe. C'est le sens de cette mission économique d'hommes d'affaires indiens en Côte d'Ivoire. Pour consolider ces échanges fructueux, l'Inde engagée à soutenir les actions de développement du pays a exprimé son désir d'explorer de nouveaux domaines de coopération gagnant-gagnant. Le secteur principal serait celui de la transformation des produits agricoles. Et cela va dans le même ordre que le plan du gouvernement de la Côte d'Ivoire de transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. La main tendue des opérateurs économiques et des investisseurs indiens est saisie par le gouvernement. À travers les différents secteurs, les ministères ont à cet effet exposé sur différents projets. Surtout au niveau des logiciels, au niveau des applications, au niveau du contenu audiovisuel ou numérique, nous pensons qu'il y a des possibilités. Vous avez indiqué que grâce au programme national d'investissement agricole, nous avons accru la production nationale, sauf que pour le moment, nous attendons qu'il y ait une transformation sur place. Il y a beaucoup d'autres sous-secteurs de l'agro-industrie, le palmier à huile, les VA, le cacao en particulier. Bon, le cacao également, nous avons longuement parlé de ce secteur puisque nous avons aujourd'hui près de 35% de capacité de transformation. Nous voulons atteindre 50%. Le gouvernement ivoirien, satisfait des engagements pris par les Indiens, veut tirer profit de cette mission économique de 3 jours. Un séjour qui fait suite à l'invitation adressée aux investisseurs indiens par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au cours de sa visite en Inde. C'était en marge des 52e assemblées annuelles de la BAD, tenue en mai 2017. Affaire découverte de cache d'armes à Bouaké, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, inculpé, Souleymane Kamaraté Koné, dit Soul to Soul, a été donc interpellé hier. Les précisions du procureur Richard Adou Christophe. Communiqué du procureur de la République. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa sise au quartier Beaufort dans la ville de Bouaké. Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Koné Kamaraté Souleymane, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. Des experts en armement commis à l'effet d'évaluer ces armes
et d'en déterminer l'origine, on conclut que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, notamment des lance-roquettes, RPG-7, mitrailleuses lourdes 12.7, fusils d'assaut AK-47, bombes mortiers, etc. La présence d'une telle quantité d'armes de guerre est surprenante, d'autant plus que les autorités civiles et militaires avaient enjoint en 2012, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, toute personne détentrice d'armes de guerre de les déposer à l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants des ADDR. En outre, une décision du Conseil national de sécurité en date du 2 octobre 2013 avait expressément exigé que toute arme détenue de manière illégale soit mise à la disposition de l'état-major général des armées. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de ces armes dans la villa de M. Kone Kamaraté Suleiman et invitées à aller se servir. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre illégales et ensuite leur mise à disposition visaient la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Kone Kamaraté Suleiman, ont été entendues. Au regard de la gravité de ces faits de détention, d'entreposage, de cession d'armes de guerre et de munitions de la première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, faits prévus et punis par les articles 3 et 5 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes et substances explosives et l'article 159 du Code pénal, M. Kone Kamaraté Suleiman a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée. Fait à Abidjan le 9 octobre 2017. Voilà, c'était là les explications du procureur Richard Christophe Adou après l'interpellation du protocole du président de l'Assemblée nationale. On s'intéresse maintenant à un autre sujet qui concerne la politique de l'emploi jeune. En clair, l'insertion des jeunes. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a rencontré des jeunes diplômés insérés dans le tissu social. Il s'agissait pour lui de voir comment ces jeunes se débrouillent en entreprise. Chris Diomandé et Jean-Luc Bangou. Lyndia et Andrea sont des diplômés en finance comptabilité et en gestion commerciale. Grâce au programme d'aide à l'embauche et au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PAE-PGDEC, ces jeunes filles ont pu s'insérer dans le tissu social. Aujourd'hui, elles effectuent un stage d'assistante comptable et de commerciale dans une entreprise de communication, ce qui aboutira à la longue à une embauche. Lorsque j'ai eu la carte en agence Emploi Jeunes, une entreprise m'a appelé pour effectuer un stage dans ses locaux depuis décembre 2016 jusqu'à maintenant. Je pourrais dire à mes amis de ne pas hésiter et de postuler. Vous aurez toujours des entretiens et un jour, on va vous appeler. Seulement quelques mois passés au sein de cette entreprise et déjà des résultats concluants. Le travail est fait comme il se doit. La ponctualité, elles ont les aptitudes professionnelles, elles ont les attitudes professionnelles. Le travail fourni nous a permis d'en demander encore d'autres. Dans sa politique d'insertion des jeunes, le ministre Sidi Touré a visité les locaux de cette société de communication pour encourager ces jeunes stagiaires. Il était accompagné de l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. C'est l'occasion pour nous d'encourager l'entrepreneuriat au niveau national
pour pouvoir permettre à ces entreprises-là de pouvoir embaucher des jeunes. Aujourd'hui, on a un exemple palpant. Cette entreprise a 7 jeunes qui ont fait leurs expériences, qui se sont inscrits sur le site et qui ont pu bénéficier de ces programmes-là. Et ces jeunes-là s'inscrivent dans la perspective de développement de l'entreprise. Pour ce programme PAE-PGDEC, ce sont au total plus de 2500 jeunes inscrits à l'agence Emploi Jeunes qui ont pu s'insérer dans le tissu social à travers des stages et des embauches. À 13h15, on s'intéresse maintenant au travail des tisserands de Bassam. Comment arrivent-ils à fixer les couleurs sur des supports textiles faits à la main? Comment font-ils pour ne pas que ces couleurs déteignent? Notre reporter Cheikh Koné a passé une journée avec un teinturier dans la commune de Bassam. Regardez. Mamadou Touré est teinturier tisserand dans la commune de Grand Bassam. Cette activité, il la mène depuis 30 ans. L'un de ses secrets, sa parfaite maîtrise de la fixation des couleurs sur les supports textiles. Le modèle a été sculpté sur un bois et je le mets dans la cire et je le pose dessus. L'empreinte reste automatiquement sur le tissu. Donc après ça, je vais faire le bain de teinture. Lorsqu'on le trempe et on le fait, quand on met dans l'eau, la couleur s'en va. Ce n'est pas tous les tisserands qui maîtrisent. Soit ils utilisent soit des plantes et d'autres même des produits, mais ils n'arrivent pas à fixer. Donc quand on lave, la couleur part. Contrairement à plusieurs artisans tisserands, Mamadou a bénéficié d'une série de formations pour maîtriser cette technique déterminante dans l'activité de teinturier. On a des pigments qu'on prend pour fixer la couleur. On a l'hydro, la soude caustique, qu'on fait le ménage avec le pigment et pour fixer la couleur. Mais il y a d'autres méthodes, il y a le professionnel qui en a besoin d'eux pour que les gens nous forment pour améliorer nos conditions de travail. C'est pour rendre plus compétitifs ces acteurs du textile sur le marché américain. Dans le cadre de l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, que l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, et l'USAID ont co-organisé à Grand Bassam une formation pratique sur les nouvelles techniques de fixation des couleurs. Pour les artisans tisserands, cette formation vient remettre à jour leur niveau de connaissance. Le moment est venu pour la Côte d'Ivoire, le textile ivoirien, d'attaquer le marché américain qui est très exigeant sur les couleurs quand même. Donc aujourd'hui, cette formation va nous permettre de vraiment améliorer la qualité de nos colorations pour ceux qui ne le sont pas encore. L'important de la formation aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir, on va dire, adresser le problème à la base, à savoir de permettre aux tisserands et aux travailleurs du textile de pouvoir maîtriser toutes les procédures et les techniques nécessaires qui permettront d'avoir un produit de qualité fini et qui pourra répondre aux normes internationales. La Côte d'Ivoire veut mettre en place une véritable industrie du textile à destination des États-Unis. Les opérateurs économiques de la filière textile doivent donc être mieux outillés pour connaître et exploiter les opportunités d'affaires sur le marché américain. Parlons du nouveau visage du boulevard Nangui à Brogua, c'est à Djamé. Grandes artères, occupation anarchique, de vieux souvenirs. Aujourd'hui, toutes les voies sont débarrassées de toutes sortes d'ordures. C'est un travail du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le visage reluisant de Nangui à Brogua avec Grace Kando. Décor inhabituel au boulevard Nangui à Brogua ce lundi. Fluidité de la voie principale, terre plein et trottoirs débarrassés de toutes sortes d'occupations anarchiques, nouveau visage également des établissements scolaires et hôpitaux, tous les commerces obstruant les voies d'accès ont été déguerpis. L'action vise à donner fière allure à cette voie marchande. Nous avons pris acte de la nécessité de continuer d'agir en faveur de la propreté de ce boulevard. C'est la raison pour laquelle, avec la mairie et avec les ministères concernés, nous allons continuer nos échanges et nos travaux afin de mettre en œuvre les différentes actions nécessaires à la fluidité sur ce boulevard, mais ensuite à une approche pour enlever de façon régulière les déchets. Sans l'implication de la population, sans le changement de mentalité, nous n'allons pas garder cette rue-là pendant des années. Il faut que les gens comprennent que ce qui est en train d'être fait, c'est à nous de l'approprier.
Et le maire de la commune d'Adjamé, en tant que premier responsable, ne peut que pousser l'action vers une certaine forme de concept de changement de mentalité. L'initiative est saluée par les commerçants qui comptent pérenniser l'œuvre. Le point est bien propre, c'est bien joli. On est tous contents. On va laisser le point, que ça soit toujours propre. Si nous, après avoir fini de vendre, on prend la peine de ramasser, Adjamé va toujours rester propre. Personne ne viendra balayer notre maison à notre place, c'est nous qui devons balayer. 400 forces de l'ordre ont été déployées pour la réussite de l'opération de nettoyage du boulevard Nangui à Brogua. Nous avons, dans le cadre de EPB 3, cette lutte-là aussi contre les marchés anarchiques sur les trottoirs. C'est l'occasion de demander aux responsables de boutiques de ne pas exposer leurs marchandises sur le trottoir. Alors, nous allons dans ce cas-là les traiter comme les commerçants ambulants, en ramassant donc leurs marchandises, de sorte à ce que l'ordre public soit respecté. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement. Pour maintenir le cap de la propreté du boulevard Nangui à Brogua, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable prévoit d'autres actions. Grand ménage également à Yopougon. Les étudiants s'engagent à rendre leur cadre de vie propre. Il a été demandé aussi aux chefs de gare, aux transporteurs, aux passagers et aux commerçants de ne plus jeter les ordures plastiques sur les voies publiques. Le reportage de Davis Oyo commenté par Franck Quadio. Ils sont étudiants, issus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le devoir du jour est particulier. Munis de pelles, de râteaux et de balais, ces étudiants prennent d'assaut le grand carrefour de Yopougon-Sipores. La cible, ces ordures plastiques, aidées dans leurs tâches par les hommes en tenue, postés à ce carrefour du centre commercial à la cité Sipores, une activité qui rencontre l'adhésion des commerçants et des résidents. Ce matin, sur descendu de l'immeuble, j'ai vu les jeunes à un de rendre le coin propre. Vraiment, je suis très content des jeunes. Rendre un coin propre, c'est aussi la santé. On a toujours été accompagnés par les étudiants. Ils viennent nous aider. Après le centre commercial, cap sur les gares routières, les passagers sont sensibilisés. Plus question de jeter les ordures sur la voie publique. Lorsque nous voyageons comme ça, j'achète mon pain, j'achète mon sachet d'eau, j'ai fini de boire, j'ai fini de manger, je jette le papier par la fenêtre. Je laisse le sachet d'eau là par la fenêtre. Comme si la route là, c'est une poubelle. La route n'est pas une poubelle. Faites tout pour ne plus que ça se passe comme ça. Les gares aussi doivent être nettoyées et des grosses poubelles mises à la disposition des passagers pour que quand on a fini de manger quelque chose, on le mette dedans. Avant, il y avait des poubelles. Mais eux-mêmes, à leur destination, ils descendent avec les seaux. On va leur remettre les poubelles. Cette opération Grand Ménage à Yopougon-Sipores est initiée par le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect en Afrique, Revilla. La prochaine étape, nous allons nous rendre à Bobo Derera. Nous irons en tant qu'étudiants pour porter le message à la salubrité de l'environnement aux populations qui se trouvent dans cette commune. L'opération Grand Ménage, lancée le 4 mars 2017 par le gouvernement, vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Au niveau des médias, le quotidien L'Expression veut redynamiser sa ligne éditoriale et jouer davantage son rôle de moteur social dans le domaine de l'information. La rédaction s'est réunie donc à Grand Bassam pour réfléchir sur la question. Une rencontre qui a duré 2 jours, l'ouverture des travaux avec Franck Quadio. 21 quotidiens encore actifs dans le monde de la presse. Il y en avait plus du double au printemps de la presse dans les années 90. Et après cela, il y a eu un deuxième temps marqué par l'arrivée d'un deuxième lot. Parmi ce deuxième lot, on peut citer ce quotidien L'Expression, qui ont apporté leur touche à la pluralité de l'information et des offres éditoriales aux Ivoiriens, à la population. Constat de Fosséni Dembélé, aujourd'hui directeur du cabinet du ministre de la Culture et un des membres fondateurs du quotidien L'Expression paru pour la première fois en 2009. Mais 8 ans après, la rédaction du quotidien veut redynamiser son contenu éditorial, d'où ces 2 jours de réflexion à Grand Bassam. Une halte pour retravailler le contenu du journal, une halte pour renforcer les capacités des journalistes, une halte pour permettre aux journalistes de signer un nouveau contrat avec la direction, mais aussi de signer un contrat avec le lecteur. Au nom du ministre de la Communication,
Jean-Claude Bayala, conseiller technique, a salué l'initiative. Dans un contexte de crise, la presse dans son ensemble a perdu plus de 248 millions de son chiffre de vente. Formation et diversification des modes de traitement de l'information sont désormais exigés. Rigueur éditoriale recommandée aussi par Moussa Traoré, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et Raphaël Lapé, au nom du régulateur des organes de presse, le CNP. Pour Sangaré Seydou, le gérant du groupe, une telle rencontre permettra d'élargir le champ d'intervention. Adaptation éthique et déontologie étaient au menu de réflexion qui ont pris fin le dimanche 24 septembre. Un conflit foncier oppose des allochtones baoulés installés dans la forêt classée de Gouindébé, dans le département de Guiglo, et les autochtones Oué. Ce conflit foncier, aux multiples rebondissements avec des affrontements intercommunautaires, a touché les sous-préfectures environnantes. À ce jour, il a fait 2 morts, de nombreux blessés et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Le gouvernement ivoirien apporte son soutien. Reportage F. Bouy. Depuis l'éclatement du conflit communautaire de la forêt classée du Gouindébé en mi-septembre, le bilan à ces jours, selon les autorités, fait état de 2 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des déplacés, des blessés et des familles des défunts. Des cadres, des élus et le gouvernement leur portent assistance. Des médicaments, des vivres, des non-vivres et des numéraires sont offerts. Comme tous les Ivoiriens, nous avons constaté qu'il y a une situation de conflit. Et nous, membres du groupe parlementaire Nouvelle Vision, mais en plus, en tant qu'élus de la nation, donc députés de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis concernés parce que tout ce qui concerne les populations en Côte d'Ivoire nous concerne. Il était pour nous un devoir de faire face à cette urgence-là pour venir un tant soit peu aider et soulager. Le gouvernement, dans sa mission d'assistance aux populations, a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région, donc le gouvernement ne fait qu'appuyer ces initiatives. Pour une résolution pacifique du conflit, beaucoup d'initiatives sont menées. Le corps préfectoral est au fou et au moulin depuis le déclenchement de cette crise. Des émissaires du gouvernement multiplient les rencontres avec les communautés protagonistes. La chefferie traditionnelle aussi mène des médiations. Des élus et des cadres de toute obédience politique ont sillonné les 4 départements de la région du Cavali à travers des missions éclatées. Tous lancent un appel à l'apaisement. Nous avons parcouru effectivement tout le département de Taï, de Zagné jusqu'au dernier village. Et la population aujourd'hui a compris le message. Mais surtout, nous avons écouté la population. Nous sommes des frères, que tu sois à Caen, que tu sois ouais, que tu sois ceci ou cela, nous sommes des frères. Ce qui c'est, faut pouvoir trouver une conclusion de paix durable à ce conflit-là. On est ici depuis longtemps. Il n'y a pas parlé entre nous. Ce qui s'est venu là, c'est un mauvais vent qui est arrivé. Mais le moment, ça a passé. Donc moi, j'aimerais qu'ensemble, notre tutelle, ouais, c'est nos pères. En tout cas, on vous demande tous pardon. Les Baoulés aussi, il n'a qu'à se pardonner. Ce qui est arrivé, il n'a qu'à oublier tout. Pour qu'on doit avancer. On demande à tout le monde de revenir à la paix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux-mêmes et pour toute la région, soit au plan économique et même au plan social. Ils vivaient depuis longtemps la cohésion. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse encore de morts dans la région. Il faut résolument aller à la paix. Cette région n'a pas besoin de cette énième crise. Après Guiglo, le Libéria, 6 heures de route. C'est la présidentielle dans le pays. Plus de 2 millions de Libériens votent depuis ce matin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. 20 candidats sont en lice. Et sur le sujet, nous allons joindre notre reporter sur place. Bonjour Gabriel Zani. Bonjour Delphine. Peut-on avoir une idée de la participation à la mi-journée?
Alors, à la mi-journée, il est impossible d'avoir le taux de participation avec exactitude. Cependant, nous avons pu constater dans le bureau de vote que nous avons sillonné depuis ce matin une très grande affluence. Les Nigériens sont sortis massivement pour élire leur président et également renouveler le Parlement. Cela augure d'un taux de participation satisfaisant sur les 2 millions d'électeurs appelés aux urnes ce mardi matin. Et vous avez suivi la campagne électorale, vous avez également parlé avec les Libériens. Quelles sont les priorités qui se dégagent? Alors, ce qu'il faut savoir, après plus d'une décennie de guerre civile, la priorité des priorités reste la paix au Libéria. Consolider cet acquis pour lequel le gouvernement de Sierra a beaucoup travaillé. Ensuite, il faudra également penser à trouver du travail aux jeunes frappés par un chômage endémique, et cela passe nécessairement par le redressement économique. Et en troisième place, arrive la reconstruction du pays, la réhabilitation des infrastructures routières, sanitaires et aussi scolaires. Les infrastructures sanitaires, vous savez, ont été mises à rude épreuve vu que le pays a connu la crise Ebola qui a beaucoup éprouvé tous les Nigériens. Donc, en somme, les Nigériens attendent beaucoup de leur futur président. Dernière préoccupation, Gabriel, à quand les résultats de ce scrutin? Alors, les résultats provisoires seront proclamés probablement le jeudi, mais déjà demain, mercredi, dans la soirée, on pourra éventuellement avoir les premières tendances. Merci Zani et bonne continuation. C'est un rendez-vous donc historique qui verra pour la première fois depuis le début de la guerre civile le pouvoir se transmettre démocratiquement à Monrovia d'un président élu à un autre. Ce soir, nous reviendrons largement sur la présidentielle au Libéria. Merci Gabriel Zani et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.